Bonjour, nous sommes le dimanche 3 juillet 2022. Et là, vous le voyez, je fais ma vidéo de mon lit. Mais là, c'est une petite blague. C'est une petite blague parce que j'ai eu des remarques au cours des mois récents de gens qui ont dit Quoi, vous avez le culot de faire des vidéos de votre lit, etc. Voyons là le signe, je dirais, d'une décadence morale, le fait de faire des vidéos de mon lit. Alors, une petite explication, parce que je ne l'ai jamais donnée. Si je fais des vidéos, si j'ai fait pendant 3 mois, et un peu plus, des vidéos de mon lit, c'est parce que je n'avais pas le choix. Alors, pourquoi je n'avais pas le choix? Alors, je vais vous le dire, voilà, l'explication se trouve là. L'explication, c'est fracture non déplacée de la rotule et rupture semblant complète du tendon quadricipital. Qu'est-ce que j'avais fait? Bon, j'étais sorti dans mon jardin alors qu'il venait de pleuvoir. Il y avait encore un tas de feuilles mortes dans ce jardin très en pente et j'ai fait une petite glissade sur quelques mètres et qui m'a cassé les choses susnommées. Alors j'ai pas eu le choix. Le médecin, le chirurgien a commencé par me dire, écoutez, vous restez, voilà, je vous donne rendez-vous. On était le 17, enfin on était le 18, on était le lendemain, le 18 mars, et il m'a dit je vous donne rendez-vous le 12 juin. Bon, alors il savait ce qu'il faisait, puisque quand il m'a vu, il m'a dit bah voilà, on a essayé de voir si ça pourrait, si la rotule cassée pouvait se ressouder. Et si, bon, bah, le tendon, il n'allait pas se reconstituer, mais il allait produire du tissu de cicatrisation. Voilà, ça nous éviterait de faire une opération qui nous mettrait encore 4 mois là, on sera assuré de 4 mois, dans le lit et rééducation. Bon, alors on a fait comme ça, mais c'est ça l'explication pourquoi j'étais dans mon lit, c'était pas pour me donner argent, voilà. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de tout cela a-t-il un sens? Et pourquoi j'ai envie de parler de tout cela a-t-il un sens? Là, je vais faire un tout petit récapitulatif. Ceux qui ont regardé mon blog hier auront compris ce qui s'est passé. Avant-hier, avec une amie, voilà, je triais des cartons d'archives. Il en reste encore 11, il y en avait 35, je crois, au départ. Et là, je tombe sur la notice nécrologique rédigée par mon propre père, Edmond Jorion, d'un ami à lui qui était mort à un âge bon, jeune, 46 ans. Alors, ce monsieur, Pierre Sedrayers, un ami de mon père, ami très proche de mon père, et quelqu'un que j'admirais beaucoup, a été victime voilà, des conditions de... Il était allé dans les toutes premières années du Club Med, Club Méditerranée. Il est allé dans une des stations très exotiques et là, il a attrapé vraiment une saloperie qu'il a tué relativement rapidement. Alors, c'est une personne que j'ai beaucoup admirée, comme j'expliquais dans un petit billet que j'ai fait hier. C'est quelqu'un très proche de mon père, on le voyait souvent, on a fait pas mal de vacances ensemble, avec son épouse Anne-Marie, leur petite fille Pierrette. Voilà, il avait des qualités que mon père n'avait pas, et en particulier, il adorait être avec les enfants, les organiser, faire des choses avec eux. Et je rappelle voilà, cette anecdote dont j'ai toujours gardé le souvenir. On est là dans un hôtel des familles, dans les Grisons, voilà, assez haut dans la montagne. Et cet hôtel a une espèce voilà, de très grand jardin autour. Et au bout du jardin, il y a un torrent. Et un jour, à la fin du repas de midi, du lunch, ce monsieur Pierre Sedrayers dit tous les enfants qui sont là, parce que c'était un hôtel des familles, on pouvait rassembler facilement voilà, une vingtaine de gosses entre l'âge de 6 et 10 ans. Alors, ce torrent là au bout du jardin, on va le laisser comme ça, il coule là, et puis on le regarde et puis on fait rien. Et si on allait l'empêcher de continuer, on va aller faire un barrage. Bon, et alors, vous imaginez effectivement les cris de ah ouais, ouais, ouais. Bon, on va aller faire ça. Donc, je me souviens, je ne sais pas quelle température avait cette eau qui tombait, qui descendait. On était au mois d'août, mais ça descendait quand même encore d'un glacier là tout en haut.
On sentait plus ses pieds, ça je m'en souviens très bien, mais qu'est-ce qu'on s'est bien amusé à essayer d'empêcher l'eau de passer. Évidemment, ça débordait de tous les côtés. Mais voilà, il y avait des galets au fond du torrent et bon, on a passé une excellente après-midi. Mais c'est pas la seule fois voilà, que j'ai fait des choses avec lui. Et comme j'expliquais, dans une perspective psychanalytique, il a dans l'idéal du moi, ce monsieur a pris la place aux endroits où il y avait des morceaux qui manquaient du côté de mon père. Et ça m'a fait plaisir hier quand à la fin de mon billet, j'ai reproduit simplement j'ai pris une photo de cette notice nécrologique et que quelqu'un m'a dit à propos du dernier paragraphe où mon père parlait, voilà, terminait, voilà, son oraison pour son ami défunt. Ce lecteur de mon blog a dit, mais on dirait votre portrait. Alors, j'ai dit, si c'est ça, c'est que je ne me suis pas trompé en disant que je l'ai mis en place l'idéal du moi. Ce qui n'est pas mis dans la nécrologie, là, par mon père, euh, on est en 61, peut-être que à la mort de Pierre Cédras, c'est que donc on est peu de temps après l'indépendance du Congo, mais il avait encore eu le temps avec mon père, avec Arthur Doucy, Pierre Feldheim, un ensemble voilà, d'amis liés très fort au Parti socialiste belge, à l'époque où le mot socialiste avait encore un sens. C'était vraiment l'extrême gauche non stalinienne, non communiste, où ces gens avaient agi dans l'ombre, dans le camp opposé à ceux qui ont assassiné Lumumba, c'est-à-dire les milieux d'affaires liés à l'union minière du Katanga. Voilà, bon, je ne donne pas les noms, on ne va pas me poursuivre en justice, mais voilà, ces milieux d'affaires qui, avec les services secrets belges, britanniques, qui n'ont pas aimé l'appel de Lumumba à l'URSS, se sont débarrassés de lui. Dans le camp opposé, il y avait quand même un certain nombre de gens qui par la suite ont soutenu Anissé Kachamura, qui agissait de l'autre côté, dont Pierre Cédras, pas pour longtemps, bien entendu, puisqu'il est mort voilà, en 61. Mais et c'est pour ça que je vais parler de est-ce que tout ça a un sens. C'est ce qui m'a fait penser à ça dans la journée d'hier et aujourd'hui, ce matin en me levant, c'est un tableau dont je parle, un tableau voilà, du grand surréaliste belge Paul Delvaux. On avait à l'époque voilà, deux grands. Du côté de la peinture, il y avait des surréalistes bien entendu du côté de la poésie comme Skutner, mais du côté de l'art graphique, il y avait Paul Delvaux et René Magritte, bien entendu. Et donc, je ne crois pas que ce soit exactement ce tableau-là qu'il y avait chez les Cédras, Anne-Marie et Pierrette, la petite fille. J'ai le sentiment que c'est plutôt une descente de croix en squelette de Delvaux. Mais ça m'a refait penser, ça m'a refait penser à l'atmosphère dans laquelle j'ai grandi et justement au sens de la vie dans des milieux comme ceux-là, c'est-à-dire des milieux d'un pays encore très catholique, le parti dominant, qui ne s'appelait plus le Parti catholique, mais qui s'appelait PSC à l'époque, Parti social chrétien, c'était le parti dominant en Belgique encore à l'époque. Les socialistes parvenaient parfois à être au gouvernement dans des gouvernements de coalition. Cette représentation du monde dans laquelle on grandissait, qui étaient des milieux non seulement non croyants, mais anticléricaux de manière assez militante, en raison de l'emprise encore de l'Église. Ma mère était protestante, était luthérienne, elle n'était pas croyante, elle était très imprégnée, je dirais, de l'éthique qui avait été celle voilà, de son milieu familial.
mais on n'allait pas au temple, mais cela dit, les valeurs qui m'ont été transmises essentiellement par ma mère, parce que bon, c'est toujours la maman qui est quand même un peu plus là, pas faire des commentaires parce que le papa est au bureau. Voilà, c'est un cadre luthérien. Bon, voilà, ça constitue un cadre qui fait que quand je suis aux États-Unis et que je fais pas mal de choses en commun avec un groupe de Quakers, que je suis à l'aise, voilà, je ne me trompe pas, voilà, c'est là que le cadre éthique se trouve. De la même manière que quand j'entre dans la banque, c'est à la Banque de l'Union européenne à Paris, quoi, de la rue Gaillon et de l'avenue de l'Opéra. Le groupe a racheté tout le groupe CIC par la suite. Maintenant, c'est l'immeuble du CIC. Il y a un monsieur qui, tout de suite, dans les premiers jours, il me dit ah, bienvenue, etc. Euh, je me pose la question suivante. C'est vous connaissez un peu la banque en France? Je lui dis non, c'est mon troisième jour. Et il dit ah, je vais vous expliquer, voilà. Ça va vous être utile par la suite. Alors, il y a trois groupes de même importance, point de vue d'influence. Il y a les catholiques, il y a les protestants et il y a les juifs. Et la question que je me pose, il dit, c'est on ne se rattache pas soi-même à ces groupes. Ce sont ces groupes qui, en général, simplement vous, vous cooptent, voilà, vous font entrer. Et il dit, j'ai ma petite idée, il m'avait déjà regardé, j'ai ma petite idée sur quel groupe va vous adopter. Et en fait, il était en train de m'adopter lui-même déjà. Et quelques temps plus tard, il me dit, ouais, je ne me suis pas trompé, oui, ce sont les protestants qui vous ont reconnu. Et voilà, donc on est dans un milieu où on est athée, on ne croit pas à une vie après la mort, mais c'est un athéisme, je dirais, passif. Il n'y a pas quelque chose qui a vraiment été reconstruit à la place. C'est du catholicisme sans ce que les Anglais appellent le mumbo jumbo, voilà, la mythologie, les légendes, ce qu'on appelle le juju, dans un pays africain où j'ai aussi grandi. C'est pas quelque chose qui a été construit véritablement pour remplacer. D'une certaine manière, c'est dans la négativité, c'est dans l'anticléricalisme, c'est dans le truc que oui, bon, ben, c'est pas vrai, ça c'est vrai, bon, oui, il y a eu Jésus-Christ, il a sans doute, oui, effectivement, été supplicié, mais enfin, c'est pas un Dieu qui va au ciel et qui peut faire quelque chose pour nous, etc. C'est comme ça, c'est avec des trous. Quand Emmanuel Todd parle des catholiques zombies, oui, c'est exactement ça. C'est les catholiques zombies. Du côté voilà, de mon père, mon grand-père, c'est ce on appelait le catholicisme social, voilà, né à la fin du 19e siècle. C'est un catholicisme de gauche, très proche. Voilà. Ma famille vient donc voilà, du pays de Charleroi, Mons, Tournai, voilà. Et c'est le pays de la mine à l'époque, c'est le pays noir. Il n'y a pas de, il y a pas, mes grands-parents, arrière-grands-parents, tout ça, c'est des bourgeois, mais ils sont proches voilà, ils soutiennent par leur vote, par leurs actions, ils soutiennent je dirais c'est la gauche. C'est le Parti socialiste à l'époque où socialiste, ça veut encore dire simplement, ça veut dire extrême gauche sans non stalinienne. C'est ça. C'est pas un truc dilué. C'est pas encore non plus la social-démocratie à la Rocard. Non, c'est un truc. Voilà, c'est la gauche non autoritaire, comme pour reprendre le titre qu'elle s'était donné dans l'Internationale ouvrière, pour se différencier des marxistes, dont on laissait entendre que les autoritaires, ils étaient bien là. Ils le sont d'ailleurs toujours, et c'est une querelle que j'ai toujours avec eux. Alors, euh, pourquoi comment dire, ce système de représentation bancale, c'est-à-dire voilà, le catholicisme auquel on a enlevé quelques morceaux sans le remplacer véritablement par du solide. Alors d'abord un petit détour par ce qu'on a fait ailleurs, et en particulier la Chine. Alexandre Kojevnikov de son vrai nom, grand philosophe, à mon sens, voilà, le grand philosophe du XXe siècle, a fait un petit livre
sur l'athéisme où il parle essentiellement de la Chine, en disant voilà un pays qui a où c'est pas justement simplement un système troué où on a enlevé quelques morceaux. Non, c'est un système qui est athée depuis toujours. Il n'y a jamais eu de vraie grande religion en Chine. Il y a quelques religions venant d'ailleurs, comme le bouddhisme, qui ont eu une influence. Mais c'est un système essentiellement athée voilà, depuis l'origine des temps. Comment est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, il y a eu deux grandes représentations. Le confucianisme, qui nous parle d'une harmonie qui doit exister entre le collectif et l'individuel, entre le ciel et la terre, entre la direction impériale et le citoyen ordinaire. Il faut que tout le monde soit heureux. Et bon, c'est une tradition qui s'oriente voilà, sur l'importance du rituel. Le rituel est comme facteur de cohésion. Bon, c'est très durkheimien, voilà, le confucianisme. Et alors une représentation qui est apparue comme antagoniste, qui s'intéresse à ce que l'individu peut faire. Qui voilà, se résume par le wu wei, c'est-à-dire pas ne rien faire, comme on le traduit parfois, mais faire le minimum nécessaire pour rester dans le courant de là où le monde va de lui-même. Et où est-ce qu'il va de lui-même? C'est la voie, c'est le Tao. Il faut comprendre, il faut voir le Tao, il faut le suivre. Comme dans cette très belle histoire qui est une histoire taoïste où on se moque des Confucéens, je la rappelle rapidement. Confucius, avec un certain nombre de ses disciples, se promène le long d'une rivière, et là, sur cette rivière, il y a une très grande cascade, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un homme qui tombe du haut de la cascade. Alors, au bas de la cascade, il y a d'énormes remous, et Confucius dit à ses disciples, essayez de retrouver le cadavre de ce malheureux. Et au moment où on retrouve le malheureux, il est en fait, il est remonté déjà sur la berge, en train de siffloter. Et Confucius, complètement interloqué, dit, mais mon pauvre homme, on vous croyait mort. Et l'autre, en bon taoïste, dit, mais non, bien entendu, je fais ça tous les matins, je saute de la cascade, mais au lieu de me débattre, je laisse le courant me porter là où il va. Je suis dans un tourbillon, et puis dans un autre, et puis au bout d'un moment, je me retrouve voilà, sur le bord, et je remonte sur la berge, et je continue en sifflotant. Voilà, dans une seule histoire, le confucianisme, qui lui croit aux règles, il faut bien, voilà, il faut suivre les directives. Le monde est bien organisé parce que chacun fait bien ce qui est, voilà, comme on disait en français, chacun son métier et les vaches seront bien gardées, voilà, confucianisme. Et le taoïsme dit oui, mais il faut être plus subtil que ça encore. Il faut voir que tout ça, c'est un très très grand tourbillon, mais que si on le prend voilà, dans le sens du flot, on peut trouver sa voie personnelle, on peut se retrouver au milieu de ça. Et donc, là, dans toute cette histoire, il n'y a pas de vie après la mort, il n'y a pas de Dieu, rien du tout, qu'on soit taoïste ou confucianiste, ou comme en général, comme la plupart des Chinois au fil des âges, on prenne un peu des deux. Le confucianisme pour la représentation générale du cadre, et le taoïsme comme peut-être une philosophie, je dirais, un peu plus personnelle, qu'on peut choisir à titre individuel. Pas d'eschatologie là-dedans, pas de représentation d'un paradis terrestre ou dans le ciel, rien de tout ça. Et les Chinois continuent de vivre sans avoir fait le... Oui, certains se sont convertis à des religions, certains sont de... je suis allé à la messe à Pékin, j'étais à Pâques, je passais devant une église, on m'a demandé d'entrer et j'ai fait ce que fait tout bon, je dirais, catholique zombie fait quand il se trouve à l'étranger comme ça, quand il se trouve à Pékin et que quelqu'un lui demande très aimablement s'il ne veut pas entrer dans l'église qui est là, il y va. Et voilà, c'est comme ça. Parce qu'il n'y a pas une grande construction de remplacement. Alors, qu'est-ce qui est venu par la suite? Ce qu'il y a de plus, je dirais, de plus cohérent, c'est le gène égoïste de Dawkins en matière de remplacement, je dirais. Là, c'est une représentation alternative, véritable. On nous dit, c'est pas vous êtes un organisme, cet organisme effectivement va périr, on peut le constater autour de soi, mais c'est parce que c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle le gène, qui est un élément voilà, dans le
du programme qui va vous constituer un jour ou qui n'arrête pas de vous reconstituer. Et ces trucs-là, c'est lui qui dirige, c'est lui qui sait où il veut se reproduire et c'est ça. Et l'organisme lui sert simplement, voilà, il faut que, pour que lui puisse se reproduire, il faut qu'il y ait un organisme avec un cerveau, que ce cerveau a des fonctions distribuées de telle et telle manière. Il faut que cet organisme puisse se sustenter et se relever tous les matins jusqu'à l'âge où il peut se reproduire de manière sexuelle. Et il produit des enfants, et aussitôt qu'il a terminé de produire ses enfants, la nature n'a vraiment plus besoin de lui, il commence à se dégrader, il tombe plus facilement dans son jardin, et voilà, on va finir par, tout ça va finir par se déglinguer complètement, et il disparaît. Bon, il y a bien sûr des accidents possibles, il y a des guerres, on est au courant, mais voilà, en fait c'est le gène qui veut faire des trucs. Alors, pourquoi est-ce que c'est pas satisfaisant comme histoire? Parce qu'un gène, il peut rien anticiper. Il n'a pas des yeux, il n'a même pas de cellules. Un gène, il est tout au, c'est le pixel, si je puis dire, de l'image générale. Il n'a pas de volonté, cette histoire de volonté, qui voudrait ceci, qui soit égoïste, tout ça c'est du bidon. Qu'est-ce qu'il y a? Simplement, c'est le fait que, eh bien, comme l'avait déjà dit Hegel, il y a trois sortes de choses dans le monde. Il y a celles qui se croisent en s'ignorant, ou qui vont se fracasser l'une sur l'autre, qui sont indifférentes les unes aux autres. Et ça, bien entendu, c'est le physique. Alors, il y a un niveau dans le physique où il y a des particules qui vont s'attirer ou se repousser. Et là, ça va constituer des éléments plus grands, c'est le chimique, disait M. Hegel. Et puis, il y a, au-delà du chimique, il y a des choses qui peuvent anticiper le comportement des autres. Ça, c'est le biologique. Il y a une représentation du devenir, du fait qu'on est dans un monde qui bouge, où les choses changent, et une représentation même minimale de ce que l'environnement fait autour et qui permet une anticipation. Bon. Alors, il n'y a pas de place là-dedans pour une volonté pour des gènes, non, certainement pas. Il y a des processus, il y a des processus purement et simplement. Alors, est-ce que l'image de Hegel suffit? Pas à son sens, puisque lui, il est chrétien zombie, c'est clair. Il parle remarquable, il écrit une vie de Jésus, qui est je dirais, une bonne esquisse de ce qui sera fait par la suite par Ernest Renan. C'est un compte-rendu athée dans la perspective simplement voilà, du collectif, de l'intérêt général de la vie de Jésus. Mais c'est la personne aussi qui, quand il voit Napoléon passer à cheval dans la rue et qui regarde par la fenêtre, il dit c'est l'âme du monde. Et quand il dit c'est l'âme du monde, il pense à l'esprit. Et l'esprit, c'est quoi chez lui? C'est la raison. Mais la raison, elle est comme le gène Dawkins. La raison va quelque part. La preuve, c'est qu'elle est rusée. La preuve, c'est qu'elle fait faire aux êtres humains, elle leur fait faire des choses sans qu'ils s'en rendent compte. Il y a des processus dans lesquels ils sont de véritables somnambules, comme disait Kessler. C'est-à-dire, pourquoi les somnambules? Quand il parle des débuts de l'astronomie, parce que, dit-il, ces gens qui inventent la science moderne, ils sont en train d'inventer le calcul infinitésimal, calcul différentiel qui va nous permettre voilà, de faire des tas de mathématiques et qui va pouvoir produire voilà, la théorie de l'utilité en économie, ce qui n'est pas son plus beau fleuron, mais enfin bon, ces gens ils inventent la science moderne, alors que ce qu'ils sont payés pour faire, comme Tycho Brahe, astronome royal, Kepler, astronome astrologue, dit Gérard Simon dans le livre qu'il lui consacre, ces gens croient qu'ils sont en train de perfectionner l'astrologie. Or, ils sont en train de sortir entièrement de ce système de divination qui n'est pas scientifique. Ils sont en train non seulement d'en sortir, mais ils sont en train d'inventer les outils qui vont permettre voilà, de mettre en question la validité même du système qu'ils croient être en train de perfectionner. Alors, Dawkins, ça ne marche pas. Hegel, il essaie de faire sans, mais il ramène le Saint-Esprit sous le nom d'âme du monde ou sous le nom de la raison en marche. Excusez-moi,
Wilfred, comment ça s'appelle? Je ne retrouve pas tous ces prénoms, mais ça fait rien. Vous êtes en train, voilà, de garder. Vous êtes toujours un chrétien zombie, et vous nous dites que Dieu n'était pas là au début, mais vous nous laissez entendre que si ça se trouve, il sera là à l'arrivée, et que c'est ça que nous sommes en train de construire. C'est que c'est ça que la ruse de la raison est en train de construire. C'est un Dieu devant nous, pas derrière nous, pas un Dieu démiurge qui a tout créé, mais l'évolution vers laquelle nous allons, c'est un Dieu devant nous. Alors, pour le moment, dans l'actualité, on voit qu'on n'est vraiment pas très bien barré pour ça. On a foutu en l'air entièrement l'environnement autour de nous. On est une espèce qui a complètement défoncé la capacité de charge de l'environnement par rapport à elle, qui, sous des prétextes quelconques, ne va pas le faire. On crée il y a la guerre, la Russie envahit l'Ukraine, mais qu'est-ce qu'on commence par dire? Ah, bah, on va être obligé de rouvrir les centrales au charbon. Bah, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? La Cour suprême des États-Unis modifie, après avoir supprimé le droit à l'avortement au niveau de la nation tout entière, elle prend une mesure aussitôt qui dit on va quand même pas empêcher les affaires, voilà, les business de démolir l'environnement. On fait sauter la protection de l'environnement qui va dans le sens d'essayer de faire au moins quelque chose contre le réchauffement climatique. C'est-à-dire que on n'arrête pas de dire on va faire quelque chose un jour, et sous les prétextes les plus divers, voilà, des retours de l'histoire un peu en arrière, et ainsi de suite, on ne va pas le faire. Et même qu'on voudrait le faire, qu'est-ce qu'il faut, il faudrait envoyer de la poussière dans les nuages, il faudrait supprimer le ciel bleu, et ainsi de suite. Euh, on ne va pas y arriver. Et en plus, avec toutes les bombes atomiques qu'on a stockées, des milliers, on a la capacité de faire sauter des milliers de fois l'ensemble de la planète. C'est quoi? C'est 1,5%. Si on utilise 1,5% d'arsenal militaire nucléaire qu'on a, on produit déjà un hiver nucléaire qui supprime toute végétation à la surface de la Terre pour un certain temps, sans compter que le climat est en train de faire ça de son côté, de lui-même, sans avoir même besoin des bombes atomiques. Alors, bon, je suis d'accord, ça ressemble un peu à une épitaphe, mon truc. J'arrive peut-être un peu tard avec ma tentative de donner un sens à qui nous sommes, pour ceux qui ne croient, qui ont cessé de croire à un ciel en haut dans lequel on se retrouverait tous après la mort. Vision partagée, bien entendu, par l'islam, dans les grandes lignes, du moins sur ce plan-là du jugement dernier et du paradis. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut encore se donner voilà, essayer de compléter l'image d'une représentation de l'athéisme qui soit pas simplement, voilà, du catholicisme ou du protestantisme zombie, du christianisme dont on a enlevé certains morceaux sans les remplacer par quelque chose de cohérent. Euh, je crois qu'il est trop tard. Il est trop tard pour proposer. Voilà, c'est Saint Simon, le Saint Simon, pas le saint dans l'histoire du catholicisme, mais le philosophe précurseur du socialisme, qui disait il n'y a qu'avec une religion qu'on arrivera à remplacer les grands trucs. Et c'est pour ça que les saint-simoniens, c'était une religion. Il y a le sentiment que c'était ça. Et Auguste Comte était prêtre dans cette religion qui invente le positivisme et qui est un des grands fondateurs de la sociologie. Il faut savoir d'où vient la sociologie. Elle vient de la religion saint-simonienne. Religion saint-simonienne. Lui, il avait compris qu'il fallait remplacer, il fallait remplacer le cadre entier. Et donc, ce qu'il avait proposé, c'était le socialisme, enfin, un précurseur du socialisme, une religion du tous ensemble. Et je ne vais pas inventer une religion sous vos yeux. C'est beaucoup demandé, même si c'est à l'heure où les cloches vont commencer à sonner autour de moi. Mais personnellement, ben, j'ai fait ce qu'a fait Porphyre Jorion, mon grand-père, ce qu'a fait Edmond Jorion, mon père, les amis de mon père. On a remplacé les morceaux qui manquaient
On a fait, voilà, ce qui s'appelait à l'époque le christianisme social ou le catholicisme social. On a remplacé les morceaux qui manquaient euh, par le social, par le sentiment de la solidarité, du collectif qu'on fait tous tout ensemble. Et j'avais fait un petit billet là sur le. Je me souvenais d'un élément constant dans dans mon enfance. C'était le remplacement du crucifix dans les salles de classe de l'enseignement public où j'étais, et qui souvent était d'ailleurs d'inspiration maçonnique, anticléricale. Il y avait toujours une représentation, il y avait toujours une sculpture, quelque chose qui remplaçait le crucifix au mur des écoles catholiques. Et dans mon enfance, c'était souvent l'image du mineur. C'est quoi son prénom? Constantin Meunier, je crois que c'est ça le nom de ce sculpteur. Il y avait des représentations justement du social. Il y avait des représentations du social sous une forme ou sous une autre, des représentations du collectif. On était passé manifestement à l'athéisme par le christianisme social. On avait après enlevé certains morceaux qui faisaient que c'était du christianisme. Et comme je le disais tout à l'heure, pour commencer, on n'avait pas enlevé grand-chose, on avait gardé en fait tout le cadre éthique, tout celui-là était encore toujours le même. Alors, est-ce que ça nous permet de continuer? Je crois que d'une certaine manière, ce christianisme social devenu athée, et j'ai déjà fait allusion, il a réinventé d'une certaine manière, il a réinventé la solution chinoise, c'est-à-dire un mélange de confucianisme et de taoïsme. Le confucianisme a été remplacé, je dirais presque de manière délibérée, par la sociologie, non plus celle d'Auguste Comte là, mais celle d'Émile Durkheim. Le but d'Émile Durkheim, c'était de constituer la base scientifique justement d'une morale laïque. Bon, c'était comme ça que lui le présentait. On ne présente plus la sociologie aux étudiants en disant, voilà, il s'agit de constituer la base, les fondements d'une morale laïque, mais c'était ça que Durkheim voulait faire et qu'il a fait. Et d'une certaine manière, c'est pas par hasard qu'il a reproduit, je dirais, ce qui est l'équivalent un peu, la sociologie, c'est notre équivalent du confucianisme chinois. Pour ce qui est du taoïsme, c'est plus récemment, voilà, c'est des gens comme Prigogine, avec l'aide d'Isabelle Stengers, et des gens autour de lui, des discussions autour du déterminisme. Ce sont ces gens-là qui nous ont donné une représentation. Il y avait déjà des fondements, je dirais, un peu dans la thermodynamique de Boltzmann, qui nous ont donné une représentation scientifique qui nous fait déboucher sur une version laïque et du taoïsme, une représentation d'un grand flux. Quand Stephen Wolfram nous parle maintenant d'un déterminisme qui serait de l'ordre de l'automate cellulaire, là aussi, on est du côté du. Qu'est-ce qu'on peut faire si on croit qu'on est au milieu de l'automate cellulaire? Ah ben, la conclusion, elle s'impose. Il faut essayer de voir dans quel sens ça va et de voir à quel endroit on peut se placer là-dedans. Alors on sait en plus qu'on est déterminé comme on l'est pour aller à cet endroit-là, mais ce n'est pas une raison pour pas le faire, pour résister, parce qu'on a quand même, on a des humeurs, on a le sentiment du libre arbitre, on ne va pas le mettre entre parenthèses, ce sentiment. On peut se dire que c'est une illusion, mais c'est comme le Tao, il faut comprendre où il va, il faut regarder où il va. Et c'est pour ça qu'une méthode comme la psychanalyse, voilà, qui me permet à moi d'avoir le sentiment de me rendre utile ces jours-ci, c'est une bonne chose. Parce que c'est une recette pour la lucidité, c'est une recette pour voir justement où est le Tao. On ne dit pas ça non plus. De la même manière qu'on ne dit pas que Durkheim a inventé le taoïsme occidental, pardon, a inventé le confucianisme occidental, on ne dit pas la psychanalyse a inventé le taoïsme occidental, mais enfin c'est un peu de ça qu'il s'agit quand même. Bon, alors voilà, ma conclusion, c'est que
le christianisme en Occident a vraiment créé le modèle. C'est le modèle dans lequel voilà, nous tous, catholiques ou protestants zombies, nous sommes encore. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons réinventé en fin de parcours, hélas malheureusement, nous avons réinventé la solution chinoise, c'est-à-dire un mélange de confucianisme grâce à la sociologie et de taoïsme grâce à la science moderne, thermodynamique et compagnie. Voilà. Science voilà, des horloges chimiques, des systèmes dissipatifs, des dynamiques non linéaires, des automates cellulaires. Nous avons réinventé l'équivalent du taoïsme. Voilà. Allez, passez une bonne fin de dimanche. À bientôt.